Tu fais probablement partie de ces personnes qui pensent que le système ou le régime démocratique est un système idéal parce qu'il permet à chaque citoyen d'un pays d'avoir la liberté de penser, la liberté d'expression et surtout il permet au peuple d'avoir le véritable pouvoir. Et si tout cela n'était qu'un mensonge? Dans cette vidéo, nous allons décortiquer et démystifier tous les mensonges liés à ce soi-disant régime démocratique. Mais bien avant de continuer, je t'invite à faire comme ça, à liker cette vidéo juste en bas pour aider au référencement de cette vidéo. Alors c'est parti. Alors, commençons d'abord par définir la démocratie en question. La démocratie c'est quoi? Étymologiquement, démocratie vient du grec, démocratia, qu'on peut décomposer en deux mots. Demos et kratos, qui demos signifie le peuple et kratos signifie le pouvoir. Donc ça signifie que la démocratie c'est le pouvoir au peuple. Donc c'est le peuple qui a le pouvoir, c'est le peuple qui dirige le pays. Et maintenant, revenons à l'origine de ce concept de démocratie, ce concept de pouvoir au peuple, et voyons dans quelles circonstances est-ce que ça a émergé. Est-ce que c'est un régime qui a toujours existé ou bien c'est un régime qui est apparu à un moment dans l'histoire? Alors, selon certaines sources comme Wikipédia par exemple, on nous dit que la démocratie, comme on la connaît aujourd'hui, a commencé à voir le jour dans les cités grecques, comme à Athènes par exemple. Et à cette époque-là, c'était à cause du mauvais traitement des dirigeants, des rois et des monarques. C'est à cause de leur mauvais traitement que le peuple s'est décidé de pouvoir se diriger lui-même, de pouvoir prendre tous les pouvoirs afin de garantir sa propre sécurité, afin de garantir une bonne vie pour sa population. Là, ce sont les premiers moments de ce qu'on peut appeler aujourd'hui la démocratie. Mais ce que moi je pourrais prendre comme le meilleur exemple de l'émergence de la démocratie, c'est surtout en 1789 lors de la Révolution française. Les Français se rendent compte que le roi et l'église prennent toutes les richesses du pays pour eux. Ils ne s'occupent pas du peuple, ils ne font que brimer les populations. Ainsi, le peuple décide de se soulever, de se rebeller afin de pouvoir prendre le pouvoir par lui-même et de pouvoir gérer ses lois et ses institutions. C'est ainsi qu'au moment de la Révolution française, le peuple français décide de décapiter leur propre roi, d'enlever toutes les institutions qui avaient été placées à la tête, au sommet de l'État à ce moment-là, pour prendre lui-même, c'est-à-dire le peuple, prendre lui-même les rênes de l'État, prendre lui-même possession de son pays. Donc on comprend que tout ce qui est de démocratie a une origine européenne. Tout ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie, toutes ces origines sont en Europe. Pourquoi est-ce que leurs origines sont en Europe? C'est comme on l'a très souvent dit sur cette chaîne, le peuple européen a toujours été un peuple fratricide, un peuple qui a toujours connu la guerre et les discriminations, raison pour laquelle le peuple a décidé de pouvoir prendre lui-même les rênes de son pays. Le peuple a lui-même décidé de prendre possession du pouvoir. Voilà pourquoi on parle de Demos Kratos ou possession du pouvoir par le peuple. Voilà les raisons pour lesquelles la démocratie a dû émerger en Europe. Alors, que prône la démocratie? Pour savoir si réellement le système démocratique est un système idéal, nous devons savoir comment se vit la démocratie. Que prône la démocratie? Nous allons choisir deux éléments qui font partie des plus importants dans une démocratie, c'est-à-dire ce que la définition même du mot démocratie signifie, donc le pouvoir au peuple. Et le deuxième élément que nous allons citer, c'est la liberté de penser ou la liberté d'opinion. Alors, commençons par le pouvoir au peuple. Est-ce que réellement dans une démocratie, c'est le peuple qui a le pouvoir? Quand on parle de pouvoir au peuple, ça signifie que c'est le peuple qui doit choisir ce qui est bon pour lui. C'est le peuple qui doit faire ce qui est bon pour lui, ce qu'il trouve bon en tout cas. Bref, c'est le peuple qui fait ce qu'il a envie, ce qu'il veut faire, évidemment dans les stricts respects de la liberté des autres. Comme on l'a toujours dit, être libre, c'est faire tout ce qu'on a envie de faire tant que sa propre liberté n'entrave pas la liberté des autres. C'est ça la liberté. Alors, voyons si réellement, dans les pays soi-disant démocratiques, les peuples sont libres de faire ce qu'ils veulent, les peuples sont libres de leur choix. N'allons pas loin, regardons tout simplement les pays européens les plus connus comme la France et l'Espagne. Dans ces pays occidentaux-là, notamment la France, le peuple, soi-disant, choisit ses lois, soi-disant, choisit ses dirigeants, choisit ce qu'ils ont envie de choisir pour les diriger. Mais
à un moment, lorsque les dirigeants vont à l'encontre de la volonté du peuple et que le peuple décide de sortir dans la rue pour manifester leur mécontentement et dire ce qu'ils ont envie de faire, eh ben, les dirigeants envoient dans la rue la police pour aller disperser toutes ces personnes qui se sont réunies pour manifester leurs besoins et tout. Et avec ça, on va vraiment nous dire que le peuple a le pouvoir. Quand le peuple dit que nous voulons ça, nous on veut ceci et on veut que les choses se passent de telle manière, les dirigeants qui sont soi-disant les représentants du peuple envoient la police pour aller disperser le peuple qui a soi-disant le pouvoir. Le peuple qui a le pouvoir mais qui ne peut pas manifester ses opinions. Est-ce réellement ce qu'on appelle le pouvoir au peuple? Et ce n'est pas qu'en France. On nous dit aujourd'hui que l'Inde, c'est la plus grande démocratie du monde, mais les mêmes choses se déroulent en Inde. Bref, ce n'est pas le peuple qui a le pouvoir. Même dans une démocratie, le peuple n'a pas le pouvoir parce que énormément de choses qui se passent dans les pays dits démocratiques, les choses qui s'y passent sont très souvent à l'encontre de ce que veut le peuple. Le peuple n'a jamais eu le dernier mot sur ce qu'ils ont envie qui se passe dans leur pays. Bref, en tout cas en démocratie, ce n'est pas le peuple qui a le pouvoir, mais c'est plutôt une petite poignée de personnes, ce qu'on appelle une oligarchie. En réalité, ce qu'on appelle démocratie, c'est plutôt une oligarchie, c'est-à-dire un petit nombre de personnes qui possèdent le pouvoir. Et ce petit nombre de personnes a peut-être été élu par le peuple, mais généralement, surtout dans nos pays africains, ce n'est pas toujours le cas. Deuxième élément, c'est ce qu'on appelle la liberté d'opinion ou la liberté de penser. Alors, est-ce que dans les pays dits démocratiques, réellement, est-ce que les personnes, est-ce que les peuples, est-ce que les citoyens ont réellement cette liberté d'opinion, cette liberté de penser? J'ai suivi récemment un documentaire qui parle de la propagande. C'est quoi la propagande? C'est lorsque des personnes qui sont suffisamment informées ou qui ont besoin de véhiculer une certaine idée, une certaine façon de penser, vont passer par certains canaux pour convaincre les populations que ce système de pensée est le meilleur pour ce peuple-là. Nous avons par exemple la publicité. Quand on propage la publicité, surtout dans les pays capitalistes, on vend à certaines personnes que le mode de vie consumériste est le mode de vie idéal. Et pourtant, dans certains autres systèmes, comme c'était le cas dans le communisme, on me disait que le mode de vie consumériste, c'est le pire des modes de vie qui peut exister. Et à ce moment-là, les soviétiques et les communistes, ils adhéraient réellement à ce mode de pensée et ils pensaient réellement que le mode de vie consumériste était le pire des modes de vie qui existent. Et pourtant, il y a deux idéologies, il y a deux camps qui se font face, les uns persuadés d'une chose et les autres persuadés du contraire. Vous imaginez un peu, ça c'est dû à quoi? C'est le pouvoir de la propagande. Dans les pays occidentaux, on n'a pas très souvent l'habitude de dire qu'il existe cette forme de propagande, mais la propagande, elle y est bien installée. La propagande, c'est ce qui rythme même le mode de vie des pays occidentaux. Quand j'observe la culture nord-américaine, je constate que la culture dominante est celle qui a le plus recours à la propagande. Que ce soit des films hollywoodiens avec de bons gros clichés, ou bien des émissions où l'on cherche la maison de ses rêves, tout cela glorifie un idéal de vie consumériste. La propagande la plus efficace de tous les temps est celle qui dit « ton véritable désir est d'être riche ». Le capitalisme crée un énorme sentiment de convoitise. Beaucoup se sentent défavorisés et sont envieux parce qu'ils vivent dans un monde où il semblerait que seul 1% de la population profite de la vie telle qu'on la rêve. Et les autres ne font que souffrir. Le problème, c'est qu'on nous a vendu une image fausse de la vie parfaite. Donc en réalité, le mode de vie ou les opinions ou les pensées des citoyens des pays dits démocratiques est façonné par la propagande. Et qui sont les acteurs de cette propagande? Ce sont cette oligarchie justement dont je parlais tout à l'heure. C'est cette oligarchie, cette poignée de personnes qui se réunissent et qui se disent nous voulons ceci pour nos intérêts. Et ainsi, ils vont se mettre ensemble
penser un système, penser un mode de pensée qu'ils vont, par la propagande, diffuser à travers la population pour que cette population-là puisse se ranger dans ce mode de pensée. Et ainsi, lorsqu'ils se seront rangés dans ce mode de pensée, ils font plaisir à cette oligarchie-là. Donc en réalité, dans un régime dit démocratique, c'est cette poignée de personnes qui a le pouvoir et qui fait tout ce qui lui semble bon dans ce pays ou dans cette nation. En réalité, les pays dits démocratiques sont plutôt des pays oligarchiques où le peuple n'a aucun mot à dire. Mais leur système de pensée, leur pouvoir et tout est façonné par cette poignée de personnes qui détient le véritable pouvoir. Maintenant, dites-moi, si cette démocratie dite le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, si ce système politique ne fonctionne même pas là où il a été inventé, à votre avis, comment est-ce que ce système politique peut bien fonctionner chez nous les Africains qui l'avons subi? Nous ne l'avons pas adopté, hein, c'est faux. Les gens qui disent que l'Afrique a adopté la démocratie, c'est complètement faux. La démocratie a été imposée en Afrique après le départ des colonisateurs. Et d'ailleurs, il y a même eu un certain moment où les Occidentaux venaient en Afrique pour plaider, si on peut le dire comme ça, ou plutôt pour influencer les présidents africains à adopter des régimes démocratiques. Mais après avoir adopté ces régimes démocratiques, quel est le bilan? Quel est le bilan des pays africains? Quel est le bilan de la démocratie en Afrique depuis qu'il a été instauré, ce régime-là? Quel est le bilan? On a installé au sud du Sahara francophone des démocraties électorales qui coûtent une fortune sans presque jamais apporter de solution. Certains disent que la démocratie n'a pas de prix. C'est très discutable. Petit inventaire. Sécurisation des bureaux, impression des bulletins, machines à voter. États et bailleurs de fonds dépensent chaque 5 ans des dizaines de millions d'euros pour organiser des élections présidentielles, parlementaires ou locales. Des coûts parfois polémiques, surtout lorsqu'ils ralentissent le processus électoral. Et parfois, la facture explose. Tenez, en 2010, en Côte d'Ivoire, les partenaires internationaux ont versé près de 252 millions d'euros pour les élections, un record en Afrique. En 2018, les élections présidentielles et législatives ont coûté au Mali un peu plus de 76 millions d'euros, soit presque 50 milliards de francs CFA. Ceci pour reconduire un président déjà aux affaires depuis 5 ans. 3 ans après, il a été renversé. C'est un peu comme si on avait mis cette extraordinaire somme dans les toilettes et on a tiré la chasse puisque ni le président élu, ni les députés ne sont plus là. Ils ont été balayés par les difficultés de la gouvernance. Cette somme correspond à plus de 10 hôpitaux de référence dont ont vraiment besoin les populations. Des hôpitaux qu'ils n'auront jamais. Au Cameroun, on a dépensé en 2018 pour les élections présidentielles un peu plus de 82 millions d'euros, soit 54 milliards de francs CFA, pour reconduire le président aux affaires depuis novembre 1982. Et presque les mêmes représentants à l'Assemblée nationale, soit l'équivalent de 530 écoles de qualité dans le pays, ce qui changerait considérablement le monde scolaire et académique. Je ne parle pas du nombre d'hôpitaux qui auraient été construits pour le même prix, des choses concrètes qui auraient changé la vie des populations. Au Burkina Faso, en 2015, on a dépensé pour la présidentielle et les législatives un peu plus de 47 millions d'euros, soit plus de 30 milliards de francs CFA dans un pays enclavé où on manque de tout, où les hôpitaux sont des mouroirs et où la priorité doit être la sécurité face à des bandes armées qui tuent sans discernement dans les villages du pays, où les militaires manquent d'équipements pour défendre l'intégrité du territoire. Après avoir dépensé la même somme il y a moins de 2 ans, le président Roch-Marc Christian Kaboré a été renversé et le Parlement dissous. Encore des centaines d'hôpitaux brûlés sur l'autel des élections dites démocratiques. Des centaines de kilomètres de routes qu'on ne construira pas. En République démocratique du Congo en 2018, on a dépensé 600 millions de dollars pour la présidentielle, les législatives et les provinciales, soit près de 350 milliards de francs CFA. Ceci correspond à 400 km de route dans cet immense territoire totalement enclavé. 2 parcs agro-industriels, 5 avions Airbus 319 neufs, 4000 bus de transport neufs de marque Mercedes, plus de 4000 écoles primaires et secondaires. Avec cette somme, on aurait aussi pu bâtir plus de 5 barrages hydroélectriques pour fournir l'énergie qui fait si cruellement défaut à ce vaste territoire, ou encore 50 centrales de production d'eau potable dans ce pays où l'on meurt encore de paludisme. Et déjà, on envisage la prochaine échéance électorale, l'année prochaine, en juin 2023.
il faudra encore débourser 500 millions de dollars pour les élections. Lorsque l'on fait l'inventaire de tous ces scrutins, il y a moins de 10% d'alternance. En gros, les mêmes remportent leur siège. On vote donc presque pour rien. Une tragique comédie. À quoi ça sert de dépenser 500 millions de dollars pour financer un simulacre d'élection dont on connaît les résultats à l'avance et qui en plus vont diviser les populations et très souvent entraîner des violences? Voilà le bilan de la démocratie en Afrique. Vous imaginez? Maintenant, vous allez peut-être me poser la question. Alors, si la démocratie ne convient pas aux pays africains, alors quel serait le meilleur système politique pour les pays africains? Eh bien, c'est très simple. Regardez tout simplement comment vivaient les Africains avant la démocratie, avant que cette démocratie-là ne puisse leur être imposée en Afrique. Évidemment, souvent quand on parle d'un régime non démocratique, on pense souvent à un régime autoritaire, à un régime qui prive les citoyens de leur liberté fondamentale, qui prive les citoyens de leur bien-être, qui leur prive même de leurs besoins fondamentaux. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réel? Regardons tout simplement la façon dont les Africains vivaient avant que les régimes soi-disant démocratiques ne puissent être imposés ou instaurés en Afrique. Regardez l'Égypte antique par exemple. Voulez-vous me dire que les Égyptiens de l'Antiquité étaient malheureux? Regardez les gens de l'Empire du Mali. Voulez-vous me dire qu'ils étaient malheureux? Regardez l'Éthiopie avant que les Occidentaux ne puissent influencer ce pays à adopter des régimes démocratiques. Voulez-vous me dire que les Éthiopiens étaient malheureux? Voulez-vous me dire que tous les pays, tous les systèmes du monde entier, avant même que la démocratie n'arrive en Asie ou en Amérique, voulez-vous me dire que tous ces gens, ils étaient malheureux? Bien sûr que non. Ils mangeaient à leur faim, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Bref, tous leurs besoins fondamentaux étaient assouvis. Il y a 50 ans, voici à quoi ressemblaient les Émirats arabes unis. Un bout de désert qui ne donnait envie à personne d'y aller, sauf bien sûr les autochtones, les bédouins du désert. Le plus important immeuble ici était celui-là. Il ne dépassait pas 7 étages. Souvenez-vous que le golfe Persique ne prend son indépendance qu'en 1971, soit plus de 11 ans après l'immense majorité des pays africains. C'était il y a 50 ans. 50 ans plus tard, voici Dubaï. Dubaï est devenu l'un des lieux forts du monde. Ils ont maîtrisé l'eau dans ce pays qui en manquait tant. Peuple du désert, en quelques années, ils ont purifié la mer. Ils ont transformé les dunes de sable en jardins. La planète les montre en exemple. Ils affirment la fierté d'un peuple longtemps soumis au colonialisme. Les Émirats attirent les investisseurs du monde entier. Alors, pourquoi ne pas revenir à ce genre de régime qui apportait à nos populations les meilleurs bienfaits que l'Afrique ait connus jusqu'à ce jour? Pourquoi ne pas retourner à ce genre de régime? Comment les Africains vivaient avant l'avènement de la démocratie? Eh bien, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos. Allez voir ces vidéos-là. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos. Alors, que doit-on retenir? Principalement 3 choses. Premièrement, la démocratie n'a pas été inventée pour les besoins et pour le système de vie des Africains. Deuxièmement, le système démocratique est un système qui ne fonctionne même pas chez ceux qui l'ont inventé. Alors, comment pourra-t-il fonctionner chez nous? Et finalement, troisièmement, les Africains vivaient très bien avant l'avènement de cette soi-disant démocratie. Par conséquent, si nous retournons à ce système politique que nous avions avant l'avènement de ces démocraties et de ce capitalisme, en tout cas, à mon avis, les choses redeviendront comme avant, c'est-à-dire l'Afrique redeviendra fière, prospère et se débarrassera de tous les complexes qu'elle a acquis au fil de toutes ces années. Donc, reprenons-nous, consultons-nous, réunissons-nous et parlons de l'avenir. Parlons de ce qui va faire notre fierté future. N'est-ce pas urgent de penser par nous-mêmes, de choisir ce qui correspond mieux à nos aspirations? Le moment de s'interroger sur le mode idoine de gouvernement dont a besoin le continent noir n'est-il pas venu? Peut-être devons-nous enfin oser faire la critique intelligente de cette démocratie importée, imposée. Et si c'était de là que naissait un nouveau système mieux adapté à nos réalités, à nos peuples? Travaillons sincèrement et en collaboration pour pouvoir léguer une certaine fierté et un certain héritage à nos générations futures. Si tu t'abonnes à cette chaîne, tu te garantis de ne rater aucun des prochains contenus qui y seront publiés.
Tu contribues aussi à l'éveil des consciences des jeunes Africains en quête du véritable savoir. En likant cette vidéo, tu aides à son référencement, ce qui me donne un grand courage pour continuer à produire ce genre de contenu. À très bientôt.